bonsoir, très heureux de vous retrouver pour la principale édition de la soirée. Voici les titres. Face à l'augmentation des habitations précaires au niveau de la capitale, le ministre de l'Intérieur demande aux autorités administratives concernées de procéder à des opérations de déguerpissement. Dans un communiqué, le général Jean-Baptiste Tine prévient les occupants irréguliers. On vous dit tout dans cette édition. Et puis à 2 mois des législatives, des coalitions se forment et des mouvements naissent pour aller à l'assaut de l'électorat. Certains disent travailler à avoir une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. D'autres, plus réalistes peut-être, font part de leur projet une fois à l'hémicycle. On vous dit tout dans cette édition. Et puis des membres de l'opposition organisent une manifestation le 27 septembre prochain. Regroupés au sein de l'ATEL, l'Alliance pour la transparence des élections, ils exigent la tenue d'une élection transparente en conformité avec les dispositions de la Charte fondamentale. Bien le bonsoir et bienvenue. D'abord, dans un communiqué qui nous est parvenu, le ministère de l'Intérieur note une augmentation des habitations précaires au niveau de la capitale, ce qui engendre des problèmes d'insécurité et d'insalubrité, des obstacles à l'aménagement urbain. Ainsi, le ministre de l'Intérieur demande aux autorités administratives concernées de procéder à des opérations de déguerpissement et de prévenir toute réoccupation des espaces libérés. Il souligne l'importance d'identifier les mineurs et les personnes vulnérables pour leur fournir un soutien social. Enfin, il met en garde les occupants irréguliers sur les conséquences pénales du vagabondage et de la mendicité. Et puis le 27 septembre prochain, des membres de l'opposition comptent ainsi organiser une manifestation à la place de la Nation. Ils sont donc au nombre de 113 regroupés autour de l'Alliance pour la transparence des élections, ATEL encore. Et puis le collectif exige la tenue d'un scrutin transparent en conformité avec la Charte fondamentale. Par ailleurs, Khalifa Ababakar Sall et ses compagnons exigent la tenue immédiate de concertation. Voyons tout cela avec Aïssa Toka. Bien sûr, c'est pour le compte rendu. S'il n'y a pas de contestation, l'Alliance pour la transparence des élections, regroupant 113 signataires issus de l'opposition, prévoit une manifestation le 27 septembre à la place de la Nation. C'est pour dénoncer ce qu'elle qualifie de putsch électoral. Pape Djibril Fall, membre de l'ATEL. Rien ne peut justifier les atteintes que le pouvoir PASTEF cherche à porter contre cette longue tradition de concertation et de consensus. Appelons tous les Sénégalais à participer massivement au rassemblement qui aura lieu le 27 septembre 2024 à 15h à la place de la Nation afin de matérialiser le soutien populaire aux revendications de transparence du scrutin prévu le 17 novembre. ATEL exige le respect de l'article 4 de la Constitution et appelle à une concertation immédiate. Nous exigeons par conséquent le respect de l'article 4 de la Constitution qui dispose que les partis politiques et les coalitions de partis politiques concourent à l'expression du suffrage dans les conditions fixées par la Constitution et la loi. Nous, membres fondateurs de ATEL, exigeons la tenue immédiate. Des recours seront également déposés auprès des instances judiciaires et des discussions sont prévues avec les chefs religieux et les missions diplomatiques. Engageons le pôle juridique de ATEL à diligenter la saisine des organes judiciaires compétents, notamment la Cour d'appel, le Conseil constitutionnel et la Cour de justice de la CEDEAO. Décidons de rendre visite aux autorités religieuses et traditionnelles du pays, ainsi qu'aux représentations diplomatiques, en vue de partager avec elles la bonne information immédiate d'une véritable concertation dont l'ordre du jour permettra à tous les acteurs de faire leurs propositions. Khalifa Ababakar Sall a précisé qu'ATEL n'est pas une coalition politique, mais un cadre de mobilisation pour garantir, dans le respect des lois électorales, la transparence des législatives prévues le 17 novembre prochain.
Toujours en ce qui concerne les législatives anticipées, je le rappelle, prévu donc le 17 novembre prochain. 3 coalitions de l'opposition visent ainsi la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Il s'agit des coalitions Ensemble pour demain, la grande offensive républicaine et la coalition Domu Réumi. En conférence de presse hier, ils ont donc fait entendre leur cri de ralliement. Ensemble, relevons le défi d'un Parlement équilibré, un trio qui n'exclut pas du tout de s'unir donc avec les autres forces de l'opposition. Les détails, c'est avec Khadija Datoufa. 3 coalitions de l'opposition se sont réunies autour du Front social et républicain avec leur slogan « Ensemble, relevons le défi d'une Assemblée nationale équilibrée ». Ces coalitions visent la majorité au soir du 17 novembre. Adjim Merkan Kanouté en est la coordinatrice. Au terme de larges discussions et concertations approfondies, les leaders de partis politiques regroupés autour de 3 grandes coalitions ont mis en place le comité d'initiative du Front social et républicain. À cet effet, une tournée est déjà entamée depuis le 1er septembre 2024 par le comité d'initiative allant à la rencontre de forces citoyennes, de syndicats, d'organisations de femmes, de jeunes et d'acteurs de la société civile. Ces différentes entités ont l'exaltante mission et la lourde responsabilité de fédérer toutes les forces vives de la nation pour arriver à un très large front capable de faire face au régime en place pour une majorité à l'Assemblée nationale. Pour remporter ce combat, ces coalitions réunies autour du comité d'initiative du Front social et républicain comptent former un bloc uni avec les autres membres de l'opposition. Le comité d'initiative du Front social et républicain invite toute l'opposition à dépasser les clivages et à militer tous ensemble dans un seul parti politique qui est le Sénégal. Le Front social et républicain, résolument en marche pour une Assemblée nationale plurielle. Ensemble, relevons le défi d'une Assemblée nationale équilibrée. À l'approche de cette date, l'opposition souligne qu'il aurait été opportun d'impliquer tous les acteurs politiques pour respecter les délais. Dans une république de grande démocratie comme le Sénégal, il était opportun d'initier des concertations avec les acteurs politiques et les acteurs de la société civile pour la recherche de consensus fort. Aussi, pour la conformité des délais, le président de la République devait aussi solliciter l'avis du Conseil constitutionnel avant de prendre le décret 2024 du 13 septembre. Le comité d'initiative du Front social et républicain considère que c'est de la ruse politique. Le comité d'initiative du Front social et républicain appelle les acteurs politiques, les forces citoyennes et la jeunesse à se mobiliser pour assurer le triomphe de l'opposition au soir du 17 novembre. Par le président de la République dans le journal officiel. Et toujours dans la perspective des législatives anticipées, le maire de Malicounda lance son mouvement La marche des territoires Andenaolé, qui est donc une initiative pour fédérer les acteurs territoriaux en faveur du développement des territoires. C'est selon bien sûr Maguette Sène. Parmi les ambitions de ses membres, une fois donc au Parlement national, figure donc la réforme des textes sur la décentralisation. Nous suivons les précisions de son initiateur. Il s'agit bien sûr de Maguette Sène. Nous pensons que le développement du Sénégal doit venir des territoires. Le développement du Sénégal doit venir d'initiatives locales. Nous tous maires qui sommes là, l'expérience que nous avons acquise au niveau de la gestion de nos municipalités nous ont pertinemment démontré que pour développer le Sénégal, il va falloir donner plus de possibilités à nos territoires, plus de responsabilités, plus de ressources. Et pour cela, nous, acteurs territoriaux, nous avons besoin d'être présents dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi nous avons mis en place cette liste appelée Marche des territoires Andenaolé, pour que la voix des territoires puisse se faire entendre au sein de l'hémicycle. Pour que les questions de ressources financières, lorsque ces ressources sont votées par l'Assemblée, qu'il s'agisse de fonds de dotation ou bien de fonds de concours, que ces fonds-là soient conséquemment consistantes pour que l'ambition que portent les acteurs territoriaux, que sont notamment les maires,
que cette ambition-là puisse être réalisée. Et puis vous le savez sans doute, plusieurs personnalités de l'ancien régime sont donc visées par une interdiction de sortie du territoire national en marge donc du lancement de son mouvement politique. Le maire de Malicounda s'est donc prononcé sur cette actualité. Pour Maguette Sène, la mesure n'est donc pas conforme à la légalité. Il interpelle ainsi les autorités. Le compte rendu est signé Muntaga Kana. Interpellé sur l'interdiction de sortie du territoire frappant certains responsables de l'ancien régime, le maire de Malicounda n'y va pas par 4 chemins. Il trouve cette pratique illégale et demande à l'État de faire respecter la procédure normale. Demande au gouvernement d'agir suivant la légalité et la légalité. L'administration ne peut pas se mettre au-dessus de la loi. L'administration est soumise au principe de légalité. Il voudrait que tout acte qu'on pose soit conforme à la loi. Je crois qu'il faut absolument qu'il y ait une décision de justice qui puisse interdire à Massamba ou bien à Mademba de ne pas sortir du territoire pour que les forces de police et de sécurité puissent l'exécuter. Mais en l'absence d'une décision de justice, on ne peut pas justifier et on ne peut pas valider, on ne peut pas être d'accord pour que de manière spontanée comme ça, que les gens puissent se lever et interdire à Salou ou bien à Demba de sortir du territoire. Pour moi, ça c'est pas normal et on doit y mettre un terme. Pour rappel, la dite mesure a frappé Abdoulaye Seydou Sow et Lat Diop, d'anciens ministres du régime de Macky Sall. Parlons à présent de tout à fait autre chose. Le directeur du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique a profité donc d'une visite de terrain hier pour renseigner les jeunes sur les critères de sélection. Pour rappel, le 3FPT accueille donc des jeunes qui souhaitent bénéficier d'une bourse de formation professionnelle. Toutefois, les jeunes se plaignent de la procédure qu'ils jugent pas du tout transparente. Suivons les précisions dans ce reportage signé Elisabeth Tina. On peut lire sur leur visage un sentiment de déception. Ces jeunes venus de diverses localités en quête de bourses de formation sont visibles à la devanture du bâtiment Sénégal numérique à Colobane. Hamad Khalil Diouf laisse apparaître son état de désolation. Il est arrivé au moment où l'enrôlement a pris fin pour la journée. Bon, j'ai été un peu déçu parce que j'espérais au moins qu'ils vont augmenter le temps jusqu'à midi, voire même 13h et qu'ils reprennent aussi l'après-midi. Mais malheureusement, tu restes là entre 2h voire 3h de temps, mais bon, tu finis par ne pas postuler, tu finis par rentrer bredouille à la maison. Quant à Mam Kierno, il dénonce la non-utilisation de plateformes numériques pour les démarches nécessaires en lieu et place du dépôt physique. Que ce n'est plus à l'ordre du jour de faire des files, d'être là de 8h ou de 4h. Il y a des gens, on a même dit qu'il y a des gens qui ont passé la nuit ici. Donc ce n'est plus à l'ordre du jour de faire ces genres de trucs-là. Là, on est à l'ère du numérique. Il serait grand temps de mettre en place une plateforme qui sera en ligne, qui va nous permettre de faire toutes les démarches. Serigne Salou Mboup a le même ressenti que ses amis, mais il ne baisse pas les bras et compte revenir pour effectuer un dépôt. C'est un sentiment de désolation parce que depuis ce matin, nous sommes là en train de faire la queue et on dit subitement qu'on a arrêté les inscriptions. Nous sommes un peu désolés, mais on va essayer de retenter notre chance. Depuis le 16 septembre dernier, des jeunes désireux d'obtenir des bourses de formation octroyées par le 3FPT affluent au siège de Sénégal numérique de Colobane. Toutefois, l'organisation et le processus adopté par le 3FPT ne les satisfait pas. Ils ont jusqu'au 24 septembre pour effectuer leur dépôt de dossier. Et puis le projet Sensouf partage avec les maires de la région de Kaolack la recette pour une meilleure gestion du foncier. Ce projet, exécuté par la Société allemande pour la coopération internationale, intervient dans 9 communes de la région. Après avoir été accompagnées dans plusieurs domaines de gestion foncière, ces communes ont donc reçu des documents numériques permettant ainsi de lutter efficacement contre les conflits fonciers. Nous suivons les explications du maire de Latmengue, il s'appelle Makumba Diouf. On s'est retrouvé pour recevoir aujourd'hui ces outils.
c'est aujourd'hui, pour en discuter, pour un travail un peu de formation, j'allais dire de mise à niveau du personnel censé ou qui est dédié à l'utilisation quotidienne de ces outils, leur formation sur l'utilisation de ces outils. C'est des outils qui permettent d'améliorer la gestion foncière. Et qui dit améliorer, ça veut dire partir d'un niveau peut-être moins satisfaisant pour aller vers un niveau plus satisfaisant. Donc, ça révèle la problématique ou la sensibilité ou le caractère critique de la gestion foncière au Sénégal. Les chefs d'État qui se sont succédés, je peux parler du président Macky Sall, il a toujours évoqué la sensibilité, mais le caractère critique, mais aussi la régularité avec laquelle il était tout le temps sollicité pour des questions foncières. Sur 100 cas de sollicitation, il disait que les 95 portaient sur le foncier. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour ces 100 premiers jours, vous avez dû suivre, comme tout le monde, que les préoccupations qu'il a adressées de manière prioritaire, le foncier occupait une place de choix. Ça suffit pour montrer la sensibilité de cette question par rapport, n'est-ce pas, à l'ordre public, par rapport à la quiétude et à la paix sociale. Le projet GIZ, Sensouf, nous a aidés, nous a dotés d'outils au niveau du bureau foncier, d'outils, n'est-ce pas, permettant d'assurer ces paramètres d'amélioration de la gestion foncière. D'améliorer d'abord la traçabilité, d'améliorer la sécurisation, mais aussi la pérennisation des actes. Reparlons des accidents de la route. Au niveau du pont de Baobolon, plusieurs accidents y sont enregistrés. Ce trait d'union entre Firgui et Kaimor constitue un véritable danger. Puis les usagers prennent beaucoup de risques pour le traverser. Oui, j'y arrive. Puis les populations ainsi de la zone, bien sûr, lancent un appel aux autorités dans ce reportage signé Sekou Diallo. Kaimor est une commune stratégiquement bien placée dans le département de Nioro. Les facteurs économiques de cette localité influencent son développement, sa croissance et la qualité de vie des habitants. Mais les populations sont complètement bloquées par l'inaccessibilité de cette partie du pays. Parce que ce n'est pas tout simplement Kaimor qui nous fait réagir, c'est parce qu'il y a d'autres villages qui sont là. Il y a plus de 23 villages qui sont dans la commune et tous ces villages sont complètement coupés du reste du monde. Et pourtant, c'est une potentialité économique importante qui est là. Entre la route nationale et Kaimor, c'est 17 km. Et cette route a été construite en 1963. Cela démontre que Kaimor constitue un pilier important d'économie pour le Sénégal. Le pont se trouvant au niveau du Baobolon constitue un véritable danger de mort. Il a même fait l'objet de beaucoup de victimes. Parce que années 92, vers les années 1992, les eaux avaient submergé le pont et beaucoup d'accidents ont été enregistrés ici. Et des victimes aussi. Il y avait même des morts et plusieurs dégâts matériels. La réaction de l'État ne doit pas tarder. Les populations demandent à ce que cette route soit goudronnée pour faciliter leur mobilité. Pour que nous demandons vraiment de l'aide à l'État. Il faut que cette route soit goudronnée pour soulager les populations. Nous avons vraiment des liens avec Nganda. Nous avons des liens économiques, culturels et sociaux. Et il n'y a que 22 km entre nous. Et ces 22 km n'ont toujours pas été construits. Sur le plan économique, sur le plan environnemental, sur le plan économique, nous partageons les mêmes marchés hebdomadaires. Nous allons à Diamagadio et ces populations viennent ici à Kaimor. Ainsi de suite. Donc, nous sommes une plate tournante. Le pont de la route de Kaimor est complètement dégradé. Les populations prennent tous les risques du monde pour la traverser. Et puis, il est possible, à travers des données chiffrées, de mettre en œuvre dans notre société l'égalité entre les sexes.
C'est ce que l'ONU-FEM, en collaboration avec l'ANSD, tente de nous prouver. Les deux organisations, par la désagrégation systématique des données par sexe, ont donc réalisé un ensemble d'activités pour une meilleure prise en compte de la dimension genre dans les politiques publiques. Nous suivons les explications du docteur Momad Sissé. Il est donc le directeur de la méthodologie au niveau donc de la coordination statistique et de l'innovation au niveau de l'ANSD. Nous suivons ces explications. Le comité multipartite a été mis en place depuis le mois de mars 2021. Et aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour parler du financement des activités de ce comité, mais surtout également redynamiser le comité multipartite pour la prise en compte de la désagrégation des statistiques selon le sexe. La désagrégation des statistiques selon le sexe, elle est importante pour les pouvoirs publics, soit pour faire l'évaluation des politiques publiques selon les contributions des hommes et des femmes, mais surtout pour la planification, parce que ça permet également aux autorités de mieux planifier les actions publiques pour prendre en compte les besoins des hommes, mais également les besoins des femmes. Parlons à présent du projet Dissémination des innovations en zone sahélienne. C'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre du développement des systèmes agroalimentaires durables et résilients face donc au changement climatique. Un atelier de synthèse sur la valorisation des résultats a donc été bouclé à Saly. C'était en présence de Muntagakal. La pérennisation des actions et le changement d'échelle sont les sujets qui ont retenu l'attention des participants à cet atelier. Aujourd'hui, nous sommes dans le dernier atelier de synthèse de valorisation des résultats qui touche deux dimensions d'innovation, à savoir la pérennisation de ce que l'on fait en termes de pratique, en termes de résultats de recherche, et tout ce qui est lié également au changement d'échelle. Donc là aussi, c'est une question qui est assez lancinante à tous les projets de développement qui travaillent à la recherche avec les producteurs. Une initiative qui va beaucoup contribuer à booster la productivité agricole. Cette initiative à saluer, à pérenniser et qui permettront vraiment d'augmenter la production, la productivité agricole sur le terrain. Ce projet ne se limite pas à produire des rapports de recherche. Des résultats probants sont proposés. Les premiers impacts, généralement, quand nous faisons des recherches, nous le faisons dans nos laboratoires, dans nos centres de recherche, et nous produisons des rapports. Mais quand vous voyez l'approche de ces projets, particulièrement à travers cet atelier, c'est pratiquement, nous vendons même des résultats. Et nous les vendons non seulement dans une généralisation, mais aussi, nous allons les présenter sur des questionnements futurs. La vision est inscrite dans le temps. Et là, on est plus sur le long terme, le pas qu'il faudra essayer d'aborder, donc essayer de voir avec les partenaires financiers comment arriver ensemble à conjuguer à la fois ce temps d'innovation, ce temps de recherche, ce temps d'accompagnement pour que ces populations puissent bénéficier à la fois de ces résultats et puissent également être, eux, à la place des chercheurs pour diffuser ensemble ces bonnes pratiques-là. Les bailleurs qui soutiennent ce projet ont magnifié cette dynamique d'innovation qui constitue un élément clé dans le cadre du développement durable de l'agriculture. Diplomatie dans cette édition pour parler des relations entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite qui sont donc jugées solides par l'ambassadeur saoudien à Dakar. Saad Ben Abdallah Al Nofaï souligne donc leur base historique et stratégique marquée par l'amitié et la sincérité. En 2024, la contribution économique de l'Arabie Saoudite au Sénégal est estimée à 600 millions de dollars, soit 360 milliards de francs CFA. Cette information a été partagée lors donc de la célébration du 94e anniversaire de la fête nationale saoudienne, coïncidant avec les 62 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. L'ambassadeur décrit cette coopération comme un modèle ancré dans des valeurs communes d'histoire et d'identité. La cérémonie a également vu la présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean-Baptiste Tine. Biram Diop, le général Biram Diop, oui, le ministre des Forces armées. Fin donc de ce rendez-vous avec l'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée. Excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs.